Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Henri Frenay, l'ombre d'un héros oublié. Dans ce deuxième épisode, intitulé Henri Frenay, la grande évasion, nous allons revivre l'incroyable évasion d'Henri Frenay de son camp de prisonniers. Une histoire de détermination, de ruse et de bravoure qui illustre parfaitement son esprit indomptable. Nous sommes en juin 1940. La France est en pleine déroute face aux forces allemandes et leur opération Blitzkrieg. Le capitaine Frenay est alors affecté à l'état-major du 17e corps d'armée à Ingwiller, puis au 3e bureau du 43e corps d'armée de forteresse, dirigé par le général Lescan. Ensemble, ils sont chargés de défendre la ligne Maginot. Mais très rapidement, ils sont contraints de battre en retraite jusqu'au pied des Vosges. Installé dans un abri en béton datant de la Première Guerre mondiale, le capitaine Frenay promet de ne jamais se rendre. Le 14 juin, Frenay écrit à sa mère. « Il est probable que tout est perdu. Je vous envoie 6 juin un chèque de 20 000 francs à percevoir au Crédit Lyonnais de Toulouse. Prenez une auto, même un taxi, et allez toucher cet argent. Cela vaut mieux. Je suis désespéré. J'espère qu'on se battra encore. » Il avait malheureusement raison. Diffusé à la radio le 17 juin, l'appel de cessez-le-feu du maréchal Pétain résonnera sur le champ de bataille. Le lendemain, un autre appel important sera diffusé. Mais cette fois-ci, Frenay ne l'entendra pas. L'appel du 18 juin du général de Gaulle. Le maréchal Pétain vous parle. Cet appel, tous les Français de ma génération le connaissent, mais peut-être que ceux qui l'ont écouté en direct, comme moi, pendant les combats et dans le bruit des canons, peut-être ceux-là n'ont-ils pas oublié la douloureuse densité des mots que nous entendions. Mâchoire serrée, mon regard fuit celui des autres, car je sais que j'y verrai des larmes, comme celles que je sens sur mes joues. Le 22 juin, l'armistice fut finalement signé, marquant le début de l'occupation allemande et divisant le pays en 2 zones. Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli notre devoir vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Refusant de s'associer à la capitulation, le 43e corps d'armée tiendra 2 jours de plus, jusqu'au 24 juin. Le général Lescan immortalisa ce moment en déclarant « Le dernier coin de la terre d'Alsace est tombé. Le point le plus septentrional du front français a tiré là-haut le dernier coup de canon. Restez fiers, restez confiants, restez fidèles les uns aux autres. Les jours de deuil auront leur fin. » Acculé par 16 divisions allemandes, après s'être battu jusqu'au bout, Henri Frenay et ses hommes sont finalement capturés par les forces allemandes le 25 juin. Déterminé à continuer la lutte, Frenay ne se satisfait pas longtemps de sa condition de prisonnier. Dès le lendemain de sa capture, le capitaine commence à planifier son évasion avec l'adjudant Bourguet. Les tentatives initiales sont infructueuses, mais leur détermination ne faiblit pas. Ils savent que les risques sont énormes car tout prisonnier évadé doit être exécuté sans jugement. Frenay et Bourguet explorent différentes options pour s'évader. Ils analysent les mouvements des gardes, identifient les points faibles de la sécurité du camp et recherchent des complices parmi les autres prisonniers.
Mais personne n'accepte, le risque est trop grand. Tous deux partagent la même détermination. Ensemble, ils planifient soigneusement chaque détail de leur fuite, conscients des dangers qui les guettent à chaque coin de rue. Bourguet, tout comme Freinet, refuse de se résigner à la captivité. Ils forment un duo complémentaire, partageant les mêmes valeurs de courage et de loyauté. Le grand jour est arrivé. Dès le crépuscule du 26 juin 1940, profitant de la pénombre et d'un moment d'inattention des gardes, le capitaine Freinet et l'adjudant Bourguet se glissent hors du camp. En un bond, ils sautent sur la route entre deux sentinelles et courent sans s'arrêter pour retrouver leur liberté. La chance leur sourit, ils parviennent à se fondre dans la nature, disparaissant dans les ombres des arbres qui bordent leur chemin. Contrairement à bien d'autres, lorsque la défaite intervenue, j'ai été fait prisonnier, je ne pouvais pas rester prisonnier, je me suis évadé. Et arrivé en zone libre, il n'était pas question pour moi de dire nous sommes battus, ni de mesurer qu'il pouvait être des chances de succès. Il était possible qu'on soit battu, c'était même probable. Mais c'était une défaite qu'on ne pouvait pas et qu'on ne devait pas accepter, car cette défaite mettait en cause, après tout, toutes les raisons qu'on a de vivre et celles qui peuvent vous pousser à mourir. C'est le début d'un périple périlleux à travers les Vosges, où ils doivent éviter les routes et chemins principaux pour ne pas être repérés. La traversée des Vosges est une épreuve d'endurance et de discrétion. Freinet et Bourguet marchent de préférence la nuit. Leur progression est lente et pénible, marquée par la fatigue et les dangers constants. Les montagnes des Vosges sont à la fois un refuge et un obstacle. Le terrain escarpé et boisé offre de nombreuses cachettes. Mais chaque pas est une lutte contre la fatigue et la faim. Les deux hommes doivent se rationner, économisant le peu de nourriture qu'ils ont réussi à emporter. Pour passer inaperçus, Freinet et Bourguet troquent leurs uniformes contre des costumes civils. Après de nombreux efforts, le 3 juillet, près d'Arbois, ils se cachent sous des colis et des sacs empilés dans une camionnette, à bord de laquelle un voyageur complaisant les a pris. Ils franchissent la ligne de démarcation et se retrouvent en zone libre. Le 9 juillet, tous deux arrivent enfin dans leur terre natale à Lyon. Henri envoie immédiatement un télégramme à sa mère pour lui annoncer son évasion réussie et son retour imminent à Sainte-Maxime. Ce message est porteur d'espoir et c'est un véritable soulagement pour ses proches qui craignaient le pire. L'arrivée à Lyon est un moment de joie mêlé de prudence. Bien qu'ils soient en zone libre, la vigilance reste de mise. Freinet et Bourguet savent que les dangers ne sont pas totalement écartés. À Lyon, Freinet retrouve des amis de confiance qui l'aident à se rétablir et à planifier ses prochaines actions. C'est le début de son entrée en résistance. Arrivé à Sainte-Maxime, les retrouvailles avec sa mère sont émouvantes mais brèves. À ce moment-là, Henri ne pense qu'à retrouver qu'une seule personne, son grand amour, Bertie Albrecht. Merci d'avoir écouté cet épisode sur l'évasion d'Henri Freinet. Restez avec nous pour la suite de notre série où nous raconterons l'opposition d'Henri face au général de Gaulle. À très bientôt sur Henri Freinet, l'ombre d'un héros oublié.